Je vais appeler le docteur Prune Aligan-Perrin qui va nous parler de son expérience dans un SOS main au Mans. Merci beaucoup, Prune. Tu as 15 minutes. Madame la Présidente, chers confrères, chères consoeurs, quel défi de passer après Don Lalande et son tour du monde de la Wallante, alors que moi, je vais vous emmener au Mans, le Mans dans la Sarthe, 55 minutes de Paris en TGV, et pourtant très isolé des autres SOS mains qu'on peut rencontrer, que ce soit Rennes, Caen, Rouen, dans le Nord, on va pas avoir grand-chose. Les patients viendront chez nous d'assez loin, une heure et demie de route, des fois deux. Ce qui va faire une journée de garde au SOS Main bien chargée. On verra 30 à 35 à 50 patients, des fois plus, rarement moins. Sur tous ces patients, on en opérera 20 à 25. Les patients viendront nous voir pour des infections, des fractures, des plaies qui vont de la plaie de pulpe à l'amputation. Et à la fin de notre journée, le planning est de toutes les couleurs et bien rempli. Au SOS Main, nous sommes 5 chirurgiens. On accueille les urgences dans notre cabinet de consultation qui est attenant à la clinique. Notre secrétaire accueille les patients qui viennent en urgence. Ils sont ensuite pris en charge par une infirmière qui va les installer dans une des 4 salles qui nous est dédiée pour les urgences, 2 salles de consultation et 2 salles dites de chirurgie sous-locale, où le chirurgien fera l'anesthésie, opérera le patient qui ressortira sans s'être changé, aidé d'une infirmière qui ouvre les boîtes, éventuellement mettra une paire de gants si on a besoin d'être aidé pour être écarté. Notre ergothérapeute fera les orthèses si besoin immédiatement. Si le patient a besoin de passer au bloc opératoire, si on a besoin d'une scopie, de moteur, de microchirurgie, il transitera par l'hospitalisation, souvent ambulatoire, rarement conventionnelle. On a accès à des lits, mais ce sera plutôt si le patient est âgé, il est tard, il ne peut pas rentrer chez lui, il habite trop loin. Au bloc opératoire, c'est notre anesthésiste qui s'occupera de l'anesthésie, un peu en wallante, mais beaucoup en ALR, très rarement sous anesthésie générale. On travaille sur une ou deux salles, aidé par une aide opératoire et une circulante. Et là, on a accès à tout le matériel classique de bloc opératoire. Et pour ça, on est un chirurgien qui court pas mal et qui passe du cabinet de consultation au bloc opératoire. Donc, quand le patient arrive, il faut bien comprendre qu'il est perturbé dans ce qu'il avait prévu au quotidien. Il arrive avec plein de choses en tête qui ne sont pas du tout ce qu'avait le chirurgien, lui, dans sa tête. Le patient, il s'est coupé avec son couteau, mais il a son enfant à aller chercher à l'école. Du coup, il voit bien qu'il y a un problème, il ne sait pas quand il va pouvoir reprendre le travail. Il y a son accompagnant qui a laissé la voiture sur le parking. Et quand même, docteur, ça saigne. Et puis hier, à l'hôpital, on m'a dit d'être à jeun. Alors, j'ai faim, j'ai soif, et ça fait longtemps que j'attends. Et puis, vous me dites que je vais peut-être dormir ici ou pas. Et il faut pas que je sois tout seul ce soir, je sais pas où je vais dormir. Quand est-ce que je vais reprendre le sport? Et puis moi, j'aime pas les piqûres, hein. Et en fait, il a pas de licorne dans la tête. Alors le chirurgien, il a pas de licorne non plus dans la tête. Il va se centrer sur son patient, les médicaments, le traitement qu'il va lui proposer, ce qu'il a eu sa radio, quel papier on va lui donner. Et puis de garde, bah faut aussi avouer qu'on a toute la liste de patients qui s'allonge pendant qu'on est avec un patient. Le temps qui passe, le fait qu'un jour on irait bien manger ou boire aussi. Et tout ça, va falloir réussir à faire colliger ces deux schémas de pensée pour qu'on se rende compte dans notre prise en charge. Quand le patient arrive en consultation, après avoir été accueilli donc par la secrétaire du chirurgien de garde, ce qui va mettre déjà une première étape dans un suivi avec cette même secrétaire, il sera installé par l'infirmière qui remplit un questionnaire. Les, les motifs de consultation en urgence sont souvent assez récurrents et donc on a créé des comptes rendus types qui vont permettre d'ouvrir un questionnaire avec des items qu'incrémentera d'abord l'infirmière, puis le chirurgien. Ces items vont s'incrémenter dans des courriers qui vont permettre de générer le courrier de consultation et le compte-rendu opératoire si nécessaire. Donc, moi, ça me gagne de la qualité. Au moins, je n'ai pas l'impression d'oublier des items que j'aurais voulu poser. Ça me gagnait du temps. Tous mes comptes rendus opératoires, compte rendu de consultation sont bien remplis des items demandés par l'HAS. Mais surtout, ça va les permettre de récupérer ces petites particularités propres à chaque patient. Sa profession, son activité manuelle, les circonstances de l'accident vont faire que le phlegmon du tendon fléchisseur de l'agriculteur de 60 ans qui vaccinait ses poulets de Loé et s'est piqué avec le vaccin n'est pas du tout le même phlegmon du tendon fléchisseur de la jeune enseignante de 25 ans passionnée de violon qui s'est coupée en enlevant le noyau de son avocat. Pourtant, c'est un phlegmon des tendons fléchisseurs. Donc, tout d'abord, quand on voit le patient, on se présente. Ça peut paraître une évidence. Moi, je demande aux infirmières de laisser le dossier ouvert pour saluer le patient par son nom et me présenter moi. Des fois, on arrive du bloc, on n'a pas la blouse. Le patient, il ne sait pas à qui il a affaire. Alors, il y a les calots nommés qui sont une très bonne idée. Ensuite, capter le regard. Spontanément, je me suis rendu compte que j'avais tendance à regarder la radio, la main, pour tout de suite me dire ça va être un bloc, une locale. Et je pense que ce moment de captage de regard, c'est ce qui va permettre d'établir le premier lien avec le patient. Ensuite, comment le temps d'échange, je vois bien ce qu'il a. C'est noté sur le dossier, mais j'aime bien
que le patient m'explique lui-même. Ça va me permettre de prendre la température. Est-ce qu'il est inquiet, plutôt serein? Et lors de l'examen clinique, je poursuis cet échange en expliquant, là, je vais devoir mobiliser votre doigt. Peut-être que ça va faire mal. J'en ai besoin pour chercher telle particularité. Ça ne va pas durer longtemps, ce qui est beaucoup mieux accepté par le patient. Ensuite, on expliquera quelle pathologie, les suites opératoires, le geste. Euh, J'aime beaucoup aussi expliquer aux patients quelle sera leur cicatrice. On revient sur notre phlegmon. Si le patient qui s'est piqué ici ressort avec une cicatrice qui va jusque-là parce que son infection est jusqu'au poignet, il va pas comprendre. Si on lui a pas dit avant, il va falloir que je nettoie tant que c'est infecté. Et si c'est infecté jusqu'au poignet, j'ouvrirai jusqu'au poignet. On commencera à aborder les suites. Ce qu'il va falloir, c'est être plutôt dans la proposition. Vous avez une infection, je vais vous opérer. Vous avez une infection, ce que je vous propose, c'est de vous opérer sous tel type d'anesthésie. Vous resterez un petit peu avec nous parce que pour moi, c'est plus sécuritaire par rapport à l'infection que vous avez. Le patient fera partie de la décision de sa prise en charge et de le rassurer. Si lui a besoin de se sentir unique, la pathologie qu'il a est souvent assez commune. Et de voir que nous, cette pathologie, on la connaît, on a l'habitude de la gérer, ça va le rassurer, alors même que lui est unique. Et tout le challenge, ce sera de partir de cette situation de rupture avec son quotidien, de peur, de douleur, pour récupérer cette situation et en faire quelque chose de, sinon positif, au moins le moins désagréable possible. On lui expliquera l'organisation, on lui donnera ses papiers. J'aime bien donner les ordonnances avant même d'avoir opéré pour que l'accompagnant puisse aller chercher les antalgiques, les antibiotiques si besoin, ce qui permet au patient de rentrer chez lui serein. Et puis surtout, le mot d'ordre, ce sera s'adapter. On peut vouloir opérer un patient assez rapidement et puis ils disent, bah, moi, j'ai mon enfant à aller chercher à l'école. Peut-être c'est pas l'idéal pour sa main, mais pour le patient, l'idéal, est-ce que c'est sa main ou c'est son enfant? Et ces capacités d'adaptation vont permettre de répondre au mieux aux besoins du patient, qui sont peut-être pas forcément les nôtres au moment où on voit ce patient. Arrive le temps opératoire. Donc ça, ce sont nos salles d'intervention sous local, où on est seul avec l'infirmière. On retrouve le principe du bloc opératoire anxiolytique, un brancard, des tables où poser les bras du patient, le matériel nécessaire à la chirurgie de la main, éventuellement, si besoin, un garrot. Et là, on voit, je vous en reparlerai plus tard, la musique, l'enceinte, si le patient souhaite, les loupes de microchirurgie. Le patient se lavera toujours les mains avant le geste. La salle de bloc opératoire classique, scopie, moteur, broche, microchirurgie, si besoin. Rien de particularité. La grande chance qu'on a en chirurgie de la main, c'est que notre patient, il est réveillé. Et cet acte de soin va pouvoir se transformer en acte de lien. On va pouvoir discuter avec lui, échanger et l'intégrer dans l'équipe. Il est séparé de nous par un champ opératoire. Donc, si on ne l'inclut pas dans la discussion, il sera vraiment à 1000 lieues du geste qui va pourtant contribuer à le soigner. Donc, on veillera aussi à utiliser des propos qui restent dans le positif. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas avoir mal. Il va entendre inquiéter, il va entendre mal, il va entendre pas. Soyez rassurés, vous devez rester confortable. S'il y a quoi que ce soit, dites-le nous. Confortable, dites-le nous, rassurés. Moi, j'aime bien ambiancer dans la salle d'opération. J'entends par là proposer au patient l'ambiance qu'il souhaite, avec ou sans musique, et qu'il choisisse sa musique, ce qui peut amener à des plaisanteries. La chirurgie est sérieuse, mais l'ambiance doit être sereine. Vous avez mis de la variété française, je vous préviens, on peut être amené à chanter sans se rendre compte. N'hésitez pas à chanter si vous le souhaitez. Le patient nous en parle souvent en salle de consultation. Je vais montrer au patient son doigt réparé pour que l'image du doigt réparé se substitue à celle du doigt traumatisé. Et surtout, je vais le faire bouger. Une main, c'est fait pour bouger le plus vite possible. Et même avec une cicatrice, même avec les fils, plus vite le patient bougera, plus vite il récupérera. S'il a vu sa main bouger pendant l'acte opératoire à la fin de celui-ci, il n'hésitera pas, lui, à bouger chez lui. Le suivi se fera un petit peu à la carte. La plupart du temps, je revois les patients. Certains habitant très loin, je leur propose d'appeler ou d'envoyer un mail s'il y a le moindre problème. On est un territoire assez rural. Les téléconsultations que j'avais proposées au début n'ont pas prise. Pourquoi pas réévaluer secondairement? C'est un suivi que j'essaierai d'avoir positif. Souvent, les patients ont du mal à trouver un kiné, par exemple. Ils vont dire, bah, docteur, j'ai pas bougé, j'ai pas trouvé de kiné. Mais bien rassurés sur le fait qu'ils ont des ressources qu'ils ne connaissent peut-être pas ou dont ils n'ont pas conscience. On va leur donner les papiers. On a créé des protocoles, des petits livrets, pardon, des petits livrets avec des images qui vont leur montrer quels gestes faire avec les gestes du quotidien. Ça peut être passer dans la grille du four un lacet, ça peut être trier des lentilles vertes et des lentilles corail, des trucs qu'on a tous à la maison, pour que le patient reprenne sa prise en charge en main et se rende compte qu'il est capable de le faire seul, même s'il n'a pas trouvé de kiné.
On s'attachera à retrouver les détails qu'ils nous ont donnés pendant l'intervention ou pendant l'interrogatoire pour créer du lien entre ces détails, un peu comme un fil d'Ariane qui sera tendu entre les différents moments de la prise en charge et les différents événements qu'il aura pu vivre. Alors, heureusement, on ne fait pas que de l'urgence, hein, on voit aussi des patients programmés, mais finalement, ça va se passer un petit peu de la même manière, tout en sachant que comme j'ai un petit peu plus de temps, j'hésiterai pas à illustrer mon propos par des schémas ou par des images que je mets sur l'ordinateur en consultation. De nouveau, les motifs de consultation sont souvent assez redondants, même si on a des consultations dites inclassables. De nouveau, on retrouve ces petits items qui vont me permettre d'identifier le patient en tant qu'individu et non pas en tant que pathologie, son activité manuelle, ce qu'il aime faire, son métier. Et au-delà de l'examen clinique et de ces comptes rendus qui expliquent comment va se passer l'intervention, j'aime beaucoup dicter en fait à la fin de la consultation un petit mot propre au patient. Cette patiente étant joueuse de piano professionnelle, il lui faudra éviter pendant les semaines suivant l'intervention de prendre des engagements. Pour autant, elle pourra reprendre le piano immédiatement après l'intervention, ce qui sera une excellente rééducation. Et le patient est devant moi, ce qui va lui permettre de corriger le courrier. J'hésite pas à lui dire, ça va, j'ai pas dit trop de bêtises, ça correspond bien à ce que vous ressentez. Et souvent, les patients sont amusés en disant, mais oui, c'est ça. Ou alors là, vous êtes trompé de côté. Ah, excusez-moi. Mais ça permet de nouveau de créer un lien et de personnaliser au mieux le courrier. Le patient repartira avec ce courrier qu'on enverra également au médecin traitant. Pour le bloc opératoire, le mot d'ordre, ce sera l'anticipation. Comme je ne viens pas de voir le patient comme pour l'urgence, la veille au soir, je prépare mes comptes rendus opératoires en essayant de retrouver ce pourquoi je vais pouvoir lancer la discussion avec le patient. Les choses qui seront à surveiller, s'il y a un syndrome du défil associé, est-ce qu'il a pu commencer la kiné, toujours ces problèmes de manque de kiné par chez nous. Et puis, je noterai aussi qu'est-ce que le patient a pu me dire de marquant pendant l'intervention, quelle musique il a aimé écouter, ce qui permettra éventuellement à l'intervention du côté contralatéral ou en consultation de relancer le sujet. Pour tout ce qui va encadrer le geste, le SAV, entendez le soin avant et après la venue du patient. On s'appuie beaucoup sur nos secrétaires. On a fait le choix de garder des secrétaires en présentiel qui accueillent le patient à la fois pour les urgences et pour le programmer. Ce sont elles qui vont recevoir tous les appels. Ce sont elles qui vont répondre aux mails. Comme elles ont accès au dossier du patient et à notre agenda, elles connaîtront au mieux la réponse à apporter. Elles sont juste à côté de nous, donc s'il y a la moindre question, on est joignable. Elles peuvent aussi recevoir les photos qu'envoient les patients, éventuellement nous les soumettre. Finalement, à travers ce parcours patient, j'ai réalisé, parce que ça m'a permis un bon exercice finalement de recul sur la pratique, qu'il y avait plusieurs types de moyens qu'on avait essayé de mettre en place pour que notre patient se sente unique. Les moyens humains, les moyens techniques, les moyens technologiques, et ça à l'échelle de l'individu, de l'équipe ou de l'établissement. Les moyens humains, finalement, ça va être beaucoup axé sur les modes de communication plutôt bienveillants, verbal et non verbal. Le fait de s'attacher à des détails qu'on va joindre les uns aux autres. Essayer de comprendre au mieux ce patient qui nous arrive et que lui aussi comprenne que si on lui propose quelque chose, c'est aussi qu'il y a peut-être des impératifs sur le plan euh, lié à sa pathologie. Je pense que le mot d'ordre, ce sera de s'adapter. On ne peut pas avoir un patient unique et avoir une prise en charge qui sera toujours la même et essayer de l'impliquer au mieux dans sa prise en charge et dans son interaction avec l'ensemble de l'équipe. Les moyens techniques vont plus être liés au panel de possibilités qu'on va avoir à proposer aux patients, que ce soit sur le lieu de l'intervention, salle de local ou bloc, le type d'anesthésie, est-ce qu'on l'hospitalise ou qu'il passe en ambulatoire, le type d'installation, est-ce qu'il y a suffisamment chaud, froid. Nous, on a un problème au cabinet, il y a du soleil, on n'arrive pas à avoir des stores qui nous protègent suffisamment et le patient a souvent la tête au soleil. Et bah, quand il a eu chaud et qu'il a attendu 20 minutes, on a des malaises vagos. Ça paraît tout bête, n'empêche que c'est des trucs sur lesquels on travaille parce qu'il faut qu'on trouve une solution à ça. La musique choisie par le patient qui nous aide bien. Et puis sur les salles de local, très souvent, je leur propose de regarder leur téléphone. C'est quelque chose qu'ils connaissent, avec lequel ils se sentent à l'aise. Donc les jeunes vont être sur Instagram ou sur TikTok. Et finalement, on passe de l'hypnose conversationnelle à l'hypnose téléphonique, qui marche très bien aussi. Les moyens technologiques, j'aime bien me dire que finalement, on va les mettre au service de ce patient unique, que ce soit le logiciel métier, le logiciel de dictée vocale, le logiciel musical qui permet de proposer exactement ce que souhaite le patient. Alors j'ai une pensée émue pour les logiciels de traduction, parce que pour ma part, je ne parle pas le pacho et j'étais bien contente que Google le fasse à ma place. Voilà, donc ça aussi, ça va beaucoup nous aider.
En ce qui concerne les différentes échelles, si au niveau individuel, c'est relativement simple à mettre en place, je ne dis pas que c'est facile, mais simple, un ordinateur, une enceinte, de la musique qu'on propose. Le travail en équipe va prendre peut-être beaucoup plus de temps, d'énergie, avec une nécessité de sensibiliser les équipes, de leur faire comprendre pourquoi on va aborder les choses sous tel angle. Ce qui va rejoindre en fait un concept qui me tient très à cœur, qui est celui des facteurs humains en santé, qui permet de comprendre les interactions qu'il peut y avoir dans les équipes et qui peuvent aider à la prise en charge des patients. Et puis enfin, l'établissement, de temps en temps, on aimerait avoir un petit peu plus de moyens, un petit peu plus de personnel. Bon, faut reconnaître que c'est pas toujours facile, hein. Là, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, mais on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas des super-héros. Ça demande de l'énergie, de la concentration, on peut manquer de temps, être fatigué. La sensation de se répéter, au bout de 50 fois de massage de cicatrice, nous, on commence à le savoir qu'il faut masser la cicatrice. Pourtant, le patient, lui, ce sera la première fois qu'il l'entendra. Le regard des autres aussi peut surprendre parfois. Les premières fois que les infirmières ont vu sortir l'enceinte et demander au patient, enfin remettre par exemple à CDC au patient qui me l'avait demandé, il m'a regardé avec des grands yeux. Bon, il n'y a que le rap et la techno. Là, j'avoue, j'ai du mal, on négocie. Et puis pour moi, en ce qui me concerne, en tout cas, c'est aussi savoir dire non. On a un système de garde qui nous fait faire 7 jours de garde à la suite. Moi, j'en suis pas capable. Au bout de 4 jours, j'arrive plus à donner au patient ce que j'aimerais pouvoir lui donner. Donc, je m'organise différemment. J'ai fait le choix aussi de pas travailler à temps plein. Je vais me ressourcer en allant courir dans les bois, ce qui fait que j'essaye d'arriver auprès du patient avec l'énergie que j'aime lui apporter. Et j'y arrive pas encore. Je travaille sur limiter le nombre de consultations. Alors tout ça, c'est qu'un début, hein. Il y a plein de choses qu'on aimerait mettre en place, des trucs aussi pratico-pratiques que la borne de charge de téléphone en salle d'attente. On rappelle que le patient arrive en urgence, il n'a pas eu le temps de s'organiser et c'est toujours là que le téléphone n'a plus de batterie. La gestion des files d'attente, la gestion du jeûne, mettre en place peut-être des wallantes, ou, organiser une prise en charge de kinésithérapie plus accessible. Et finalement, c'est en échangeant des idées et des astuces qu'on pourra progresser. Ce qui va donc m'obliger à aller voir les copains opérer à droite, à gauche, mais uniquement pour des raisons scientifiques. Merci au docteur à part. Finalement, à l'analyse de tout ça, la question qui se pose, c'est est-ce que le patient unique, c'est pas avant tout un état d'esprit et l'ensemble des moyens qui vont être mis à disposition sont finalement des détails logistiques. Je vous remercie pour votre attention. Très belle communication. Euh, Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, on va juste prendre un micro. Merci beaucoup pour votre communication, Jules Descamps, chirurgien à Paris. Est-ce que vous évaluez, comment vous progressez dans votre approche pour améliorer votre qualité de soins? Alors, la façon officielle, c'est PromHand, qui est une étude en fait d'évaluation des pratiques où les patients remplissent un questionnaire. C'est extrêmement randomisé, c'est national. Le patient va flasher un flashcode, il va remplir un questionnaire sur la façon dont on a expliqué les choses, sur la façon dont il les a compris. Ça va être corrélé à la durée d'arrêt de travail. Euh, et on a un retour là-dessus. C'est les études PromTime. Ça, c'est la version officielle. La version officieuse, ça se paye plutôt en chocolat ou en kilos de navets et de carottes, puisqu'on est très rural. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le, le- les remerciements des patients et en consultation encourage en fait à faire mieux et surtout en fait ça va je sais pas, vous vous êtes bien senti est-ce qu'il y a des choses que vous auriez voulu avoir différemment et de temps en temps le patient se sentant à l'aise va pouvoir nous dire ah bah là par exemple il y a ça qui m'a embêté et en fait par exemple le soleil ça enfin, pris par la garde on n'avait pas forcément réalisé ça mais si le patient se sent suffisamment à l'aise pour nous le dire bah, on peut avoir un retour assez direct donc il y a vraiment les deux évaluations officieuses et officielles. Hubert? Oui, je vous remercie beaucoup pour votre communication parce que vous illustrez très bien un truc que les gens qui ne sont pas médecins ne connaissent pas, c'est la charge mentale. Vous avez dit à la fin, moi je ne peux pas faire 7 jours de suite, je travaille pas tous les jours, etc. Parce que vous mettez une charge mentale dans votre consultation et dans votre activité qui est très importante. Et je pense que nous sommes beaucoup de médecins comme vous,
Parce que ce qui compte pour nous, c'est le service rendu aux patients. C'est pas le système de santé, c'est pas. On a un interlocuteur. Enfin, moi, si j'ai fait de la chirurgie, c'est parce qu'on a le résultat de ce qu'on fait rapidement, contrairement aux médecins qui prescrivent des médicaments. Enfin, voilà, quoi. Et du coup, ça sous-entend une charge mentale qu'on ne prend pas suffisamment en compte, probablement, que les gens n'imaginent pas. Quand on est chirurgien, quand on a une activité comme ça très soutenue sur des journées, parce que vous avez dit, vous avez vu 50 patients, et pour chaque patient, c'est une espèce de charge mentale spécifique, parce qu'il faut séduire, il faut convaincre, il faut rassurer, et c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler, en fait. Dont même nous, nous ne parlons jamais. Et merci de l'avoir bien montré. Merci de m'avoir permis de réfléchir au sujet.